Bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui a tout de la science-fiction, mais qui est pourtant au cœur des préoccupations de certains des plus grands noms de la tech. Imaginez, des gens très puissants dans la Silicon Valley qui travaillent sérieusement à rendre la mort optionnelle. Oui, oui, allez, on décortique ça ensemble. Cette phrase, elle est incroyable. Elle n'est pas d'un auteur de SF, mais de Ray Kurzweil, un des pontes de Google. Ça pose le décor, non? L'idée, c'est que la mort ne serait plus une fatalité inévitable, mais juste un problème technique, un bug dans notre système biologique qu'on pourrait finir par corriger. Mais attention, cette ambition qu'on retrouve chez des personnalités comme Elon Musk ou Sam Altman, ce n'est pas juste une histoire de prouesse technologique. C'est peut-être beaucoup plus que ça. C'est le symptôme d'une civilisation qui a un peu perdu le nord, avec l'idée de finitude, avec ce qui nous rend vulnérables et au final, humains. Par contre, avant de crier la folie des grandeurs de notre époque, il faut savoir un truc. Cette obsession, elle ne date pas d'hier. En fait, c'est l'une des plus vieilles histoires de l'humanité. Elle est là, tapie au fond de nous, depuis qu'on a conscience qu'un jour, tout s'arrête. Et ça, on le voit partout, à travers les âges. On a Gilgamesh en Mésopotamie qui part chercher la plante de l'immortalité. On a les Égyptiens et leurs momies pour préparer le grand voyage. Les dieux grecs sur l'Olympe, les alchimistes en Chine, et même les philosophes des Lumières comme Condorcet qui imaginaient déjà que la science finirait par avoir le dernier mot. Bref, cette idée nous poursuit. En gros, historiquement, il y avait deux grandes approches. D'un côté, la voie spirituelle, l'idée qu'on a une âme, quelque chose d'immatériel qui continue de vivre après le corps. Et de l'autre, à partir de la Renaissance, une idée plus terrestre. Devenir immortel, oui, mais en laissant une trace dans l'histoire grâce à son art, sa science, ses grandes actions. Bon, revenons à nos moutons, à aujourd'hui. Comment les cerveaux de la tech comptent-ils passer de ce vieux rêve à une réalité d'ingénieur? Eh bien, c'est là qu'un mot-clé entre en scène, le transhumanisme. Le transhumanisme, pour faire simple, c'est le projet d'utiliser la technologie pour nous upgrader, pour dépasser nos limites biologiques. Et l'objectif ultime, le Graal, c'est de pirater le vieillissement et la mort. Le but n'est plus d'espérer un paradis après, mais de le construire ici et maintenant. Enfin, peut-être plutôt dans le cloud. Alors concrètement, il y a 3 grandes pistes sur la table, chacune plus folle que l'autre. La cryogénie, la plus vieille, c'est un peu un pari sur l'avenir. On se fait congeler en espérant qu'un jour on saura nous réveiller. Il y a le mind uploading. Là, l'idée, c'est carrément de transformer notre esprit en logiciel. Et enfin, la fusion homme-machine, où l'on deviendrait des sortes de cyborgs augmentés. Ce concept de mind uploading est fascinant parce qu'il change tout. Il suppose que notre conscience, notre identité, ce n'est pas une âme mystérieuse, mais juste une somme d'informations, un programme hyper complexe. Et si c'est un programme, alors on peut le copier, le déplacer de notre hardware biologique, le cerveau, vers un autre support comme un ordinateur. C'est une bascule philosophique énorme. On passe de l'âme de Descartes, cette chose immatérielle et éternelle, à une vision où la conscience n'est qu'un pattern, un motif d'information. Le corps devient une simple machine, et la mort, eh bien, la mort, c'est juste une panne matérielle, une sorte de perte de données. Et là, forcément, ça nous amène à une question absolument vertigineuse. Si on réussit à créer une copie numérique parfaite de notre esprit, une IA qui pense, parle et réagit exactement comme nous, est-ce que c'est vraiment nous qui continuons à vivre? Ou est-ce juste un double, un écho parfait mais sans l'original? Personne n'a la réponse. D'ailleurs, cette petite phrase de Woody Allen, avec son humour habituel, nous rappelle un truc simple. Même si on y arrivait, est-ce que ce serait si génial que ça, une vie éternelle? L'ennui, le poids des souvenirs, la stagnation, c'est peut-être qu'un cadeau. Mais si on va plus loin, au-delà des défis techniques et philosophiques, cette quête acharnée ne révèle-t-elle pas une angoisse plus profonde de notre culture? Et si cette fuite en avant technologique était le symptôme de notre incapacité collective à donner un sens à la mort? Et l'historien Philippe Ariès l'a très bien montré. On a progressivement caché la mort. Autrefois, c'était un événement public, social, intégré à la vie de la communauté. Aujourd'hui, c'est devenu un échec technique, un truc aseptisé qui se passe à l'hôpital, loin des yeux. C'est presque devenu honteux de mourir. Il y a un psychanalyste, Ernest Becker, qui disait que pour supporter l'angoisse de notre propre fin, on se construise tous des projets d'immortalité symbolique. On veut laisser une trace, devenir célèbre, accumuler du pouvoir. Le projet transhumaniste, au fond, c'est juste la version la plus littérale, la plus extrême de ce mécanisme de défense. Et ce vide de sens, cette peur panique de la fin, ça crée un appel d'air. C'est dangereux, parce que quand une culture n'offre plus de grands récits pour apprivoiser la mort, elle laisse la place à des idéologies extrémistes.
elle au moins, propose des réponses simples, des certitudes absolues et une promesse d'éternité. Et si on essayait de renverser la perspective? Si on arrêtait de voir la mortalité comme un problème à résoudre, mais plutôt comme ce qui donne justement toute sa valeur à notre existence? C'est une image toute simple, mais elle dit tout. Pourquoi est-ce qu'on trouve le printemps si beau, si précieux? Précisément parce qu'on sait qu'il ne va pas durer. C'est le caractère éphémère d'une chose qui crée sa beauté et son intensité. Une fin, ce n'est pas un échec. C'est ce qui donne sa forme et son sens à une histoire. Une symphonie sans note finale, un livre sans dernier chapitre. Ce serait juste une suite de moments sans but. La fin, c'est ce qui donne son poids et sa résonance à tout ce qui a précédé. Cette phrase de Montaigne est une puissance folle. Accepter sa propre finitude, ce n'est pas de la résignation, c'est une libération. C'est ce qui nous affranchit de la peur, des faux-semblants et nous permet de vivre une vie vraiment authentique. Et puis, il y a autre chose. En voulant éradiquer notre vulnérabilité, on risquerait de détruire ce qui nous lie les uns aux autres. Le fait de savoir qu'on est tous dans le même bateau, qu'on est tous fragiles et de passage, c'est ça le socle de l'empathie et de la solidarité humaine. Alors peut-être que la véritable immortalité, elle n'est pas à chercher dans un disque dur ou un serveur. Peut-être qu'elle réside tout simplement dans l'amour qu'on a donné, dans les souvenirs qu'on laisse, dans les traces de notre passage dans le cœur des gens et dans la grande histoire humaine. On va finir sur ces mots tirés du Requiem allemand de Brahms. Car toute chair est comme l'herbe et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. C'est une leçon d'humilité qui nous rappelle notre place dans un cycle qui nous dépasse et qui nous invite peut-être à chercher la beauté, non pas dans la durée, mais dans l'intensité de chaque instant.